Bonsoir, bienvenue sur JDR Factory, dans cette nouvelle émission qui s'appelle la table des joueurs. Parce que dans JDR Factory, on a surtout beaucoup donné de conseils aux MJ, aux maîtres du jeu, mais les joueurs aussi, ils ont le droit un peu à leur petite émission, et donc la voilà. Et donc je suis avec évidemment Axel, et il y aura avec nous Salut. Vixen et Gabriel. Et donc, j'espère que ça va vous intéresser de savoir, dans une partie de jeu de rôle, la première partie de jeu de rôle, pas votre première historique, la première lorsque vous vous rendez autour d'une table, que vous vous êtes mis d'accord sur ce que vous allez jouer, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous voulez faire, quels sont les meilleurs conseils à donner à un joueur lorsqu'il commence à faire sa première partie de jeu de rôle. On va répondre à ces questions après le générique. La table des joueurs. Aujourd'hui, j'ai trois joueurs qui sont majoritairement joueurs avec moi. Parce que moi, il faut le dire quand même, je suis plutôt MJ. Et donc, les rares fois où je suis joueur, souvent, moi, je me trouve pas très bien, pas très bon. Je pense que j'ai plein de choses à apprendre en tant que joueur. Et souvent, la première partie, je suis un peu perdu quand je suis joueur. Hein, je sais pas trop quoi faire, où aller. Voilà. Donc, je suis très preneur de conseils. Et donc, je vais me tourner vers Axel, Gabriel et Vixen pour leur poser plein de questions. Et donc je vais commencer par la première question, tout simple, tout direct. Vixen, qu'est-ce qui est pour toi le plus important lorsque tu fais ta première partie de jeu de rôle, que tu es autour de la table, qu'on a décidé ensemble au jeu auquel on allait jouer, que chacun a son personnage, t'es assis, ça peut être avec des gens que tu connais pas, mais qu'est-ce que tu attends toi, la chose la plus importante dans ta première partie? Si c'est des gens que je connais pas, c'est l'entente entre les joueurs. Parce que parfois, on peut tomber avec des gens avec qui on ne s'entend pas, et si le joueur ne s'entend pas, les personnages ne s'entendront jamais. Voilà, c'est surtout ça que je cherche. La première chose, je parle avec les gens en tant que joueuse. J'essaie d'en savoir un peu plus sur eux, de connaître leur caractère. Et si ça passe, je sais que le reste, je sais que je passerai une bonne soirée, quoi. D'accord, donc le contrat social, quoi, d'important d'être sûr que vous êtes tous sur la même longueur d'onde, quoi. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment le plus important. Je peux jouer un jeu atroce, mais je sais que si la partie est horrible, à la fin, on va quand même en rigoler parce que les joueurs sont très sympathiques. Alors que, voilà, on peut jouer au meilleur jeu du monde, si les joueurs sont pas sympas, bon courage. D'accord. Effectivement. Et ok. Et si tu connais les joueurs autour de la table, c'est quoi son attente? Je pense que ce sera de m'assurer qu'il y a un certain équilibre entre les joueurs, peut-être, plutôt entre les personnages, pardon. J'ai tendance d'ailleurs à choisir mes personnages en dernier pour être sûr qu'il y ait un équilibre et qu'on manque de rien. Mais ça, c'est plus avec l'expérience que je le sais, parce que je sais que très souvent, dans la partie, on aura toujours besoin de quelque chose que personne n'a. Ça peut être un truc basique, la vision, un pouvoir en particulier, n'importe quoi, un métier ou quelque chose. Donc j'aurais tendance à vérifier, même inconsciemment, que le groupe est équilibré. D'accord. C'est une des premières choses que je ferais. Ok, donc efficient par rapport au jeu auquel vous jouez. J'imagine que dans Cthulhu ou Donjons et Dragons, pour prendre des exemples très connus, tu vas pas chercher la même chose autour de la table, quoi. Tout à fait. Ouais, d'accord. Et toi, Gabriel, c'est quoi la chose la plus importante dans ta première partie? Pense que dans dans la première partie, pour moi, euh, je pense que ça va être de réussir à s'immerger dans le monde, un minimum. Alors, attention, je dis un minimum parce que si on se retrouve à avoir énormément de lore ou trop de contexte, on va se perdre les joueurs. C'est à la fois avoir un peu d'action et en même temps un peu d'immersion, trouver cet équilibre et avec une petite pointe d'intrigue à la fin pour donner envie de continuer. Voilà, c'est d'avoir un mélange comme ça équilibré. D'accord, donc là, c'est beaucoup d'attentes sur le MJ, en fait, ce que tu décris. Vixen qui décrit des attentes entre joueurs et entre les gens avec qui tu vas jouer, là, c'est vraiment... t'attends beaucoup du MJ, quoi, de ce que j'entends. J'attends plus du MJ. Alors après, est-ce que c'est parce que j'ai plus, enfin, j'ai quand même pas mal l'habitude de jouer avec les mêmes joueurs, c'est peut-être pour ça.
Mais c'est vrai que ouais, j'ai un peu plus d'attente sur le MJ que sur les joueurs. Mais je comprends tout à fait le point de Vixen et je pense qu'elle a tout à fait raison sur ce qu'elle dit. C'est vraiment important aussi la bonne entente entre les joueurs. Alors après, bon, l'équilibrage c'est quand même mieux d'essayer d'avoir une équipe équilibrée, mais parfois ça peut être aussi rigolo le déséquilibre, mais ça va dépendre vraiment des parties qu'on fait, des campagnes. D'accord. Et Axel, pour terminer ce premier tour de table? Euh, ouais, bah déjà, je suis très d'accord avec ce qu'a dit Vixen sur quand on se connaît pas, avoir une bonne alchimie. Je vais rapprocher, donc quand on se connaît pas, c'est avoir un peu, alors ça va un peu c'est dans le même sens, c'est la même approche des règles. J'ai beaucoup de mal à jouer avec des gens qui n'ont pas la même vision de la règle que moi en fait. Je suis pas un grand fan de la règle au pied de la lettre forcément, ou un truc où il faut que ce soit à la virgule près, on connaît la règle. C'est un truc qui a tendance à me faire suer. Parce que souvent on se retrouve à pinailler en partie pendant 2 heures et ça se sent très vite. Et c'est pour ça que pour la première partie, en général, c'est une partie de test. Et si ça colle pas, en général, je dis bah les gars, écoutez, c'était très sympa. Jouez sans moi, j'ai un empêchement à malgré ma peine. T'as beaucoup aquaponé, quoi. C'est ça, j'ai beaucoup aquaponé. La deuxième chose, quand je connais les gens, donc quand on sait qu'on a les mêmes approches, qu'on a les mêmes envies, les mêmes attentes, qu'on commence à avoir l'habitude, c'est le rythme. On parlait du lore et tout. Moi, j'ai même pas besoin qu'on me balance du lore. Je préfère commencer presque toujours dans l'action, ou en tout cas un truc rapide, une mise en situation, pour se faire la main sur le système, pour se faire la main avec les persos, etc., pour commencer à échanger, et qu'on me lance le lore, etc., au fur et à mesure de la partie. Donc D'accord. deux choses bien différentes. Ok. Je vais revenir à Vixen. Donc, apparemment, ce contrat social, cette manière de s'entendre avec les joueurs, ça, quand tu dis est-ce qu'on s'entend avec la personne avant de savoir si on peut jouer avec elle, ça, c'est vraiment dans les émissions qu'on fait d'habitude sur cette chaîne, on essaie de donner des tips, des conseils pour améliorer la pratique de chacun et partager les différentes pratiques. On peut donner des techniques en tant qu'MJ, et je suis sûr donc on va donner des techniques en tant que joueur. Là, savoir si tu t'entends bien avec quelqu'un, là on parle d'humain, on sort du jeu de rôle. Donc une fois que tu es avec des joueurs à qui tu sens quand même que ça va bien se passer, que ce soit des gens que tu connais ou que tu connais pas mais que tu as l'air d'avoir un bon feeling avec eux, euh, tout ce que tu as décrit, c'est-à-dire essayer de trouver un truc équilibré, etc., est-ce que tu as toi une pratique que tu essayes de faire à la première partie pour justement être sûr que ça se passe bien? Est-ce que tu fais quelque chose? Est-ce que tu as des trucs à toi, des gimmicks, des trucs que tu aimes bien faire à la première partie pour justement aller dans le sens du fait que tu sens que ça va bien se passer que... Euh, j'ai tendance, quand par exemple je ne sais pas trop quoi prendre comme personnage, mais que je tiens à cet équilibre quand même, prendre l'un des personnages des autres joueurs et essayer de faire un peu un contrepoids de ce qu'il a fait. Donc si je sais qu'il y a un gros balèze dans le groupe, j'aurais tendance à faire la petite chose fragile, mais très très agile. Ça permet de voilà, ça permet d'équilibrer et j'ai déjà eu des parties où j'étais dans un groupe où il y avait par exemple quelqu'un qui allait jouer un voleur extrêmement égoïste et donc forcément personne dans le groupe n'était celui qui allait maintenir la loi, donc j'ai pris ce rôle-là et ça s'est avéré utile par la suite. Donc voilà, c'est ma manière à moi d'équilibrer le jeu, d'équilibrer le groupe. Après, ça ne veut pas dire que je vais prendre quelque chose qui ne va pas m'amuser, mais je vais m'amuser en équilibrant le groupe d'une certaine manière. C'est ma façon à moi de m'amuser et de m'intégrer au groupe en fait. Donc D'accord. c'est mon truc. Hein. Donc c'est pas que l'équilibre au niveau, bon, on a un healer, on a un mec qui fait des dégâts, et on a avec un casque. Pour toi, c'est un équipe qui va bien plus loin, quoi. C'est l'équilibre dans même le roleplay, en fait. Dans le... Oui, oui, j'aurais tendance à faire ça. Après, c'est un tout. C'est un tout. Donc, ça va être le comportement, ça va être la personnalité du personnage, toujours le personnage. Ça va être effectivement les caractéristiques du personnage. Un balèze, j'aurais tendance à prendre quelqu'un d'assez agile. Si je sens que le personnage aura tendance à être très égoïste, je vais prendre quelqu'un de très raisonné. Voilà, c'est ma façon à moi de choisir. Après, c'est un peu compliqué à faire parce que beaucoup de gens vont avoir envie, très très envie de jouer quelque chose qui n'aura absolument rien à voir avec cet équilibre-là. Donc c'est pas obligatoire, mais c'est une façon de faire qui m'a réussi jusqu'à maintenant. Donc
voilà, je continue, ça me va. Et est-ce que, avec cette manière, tu as réussi à jouer tous les types de persos? Parce que là, tu décris à chaque fois, tu joues le contrepoids du viril, du musclé, du fort, du machin. Est-ce que ça t'est arrivé justement d'avoir que des joueurs qui font des intellos un peu réfléchis et très cool et très pisses, et tu dis non, il faut quelqu'un d'un peu violent là-dedans pour réveiller tout ça? Bah oui, bah ouais, D'accord. oui, oui, absolument. J'ai déjà eu des groupes où tout le monde avait décidé de la jouer furtif, et ben moi j'étais le gros balèze qui cassait les murs. Et ça s'avérait très très drôle à jouer parce que j'étais toujours celui, parce que je me rappelle avoir joué un homme, j'étais très souvent celui qui allait défoncer les portes, celui qui allait faire sortir de prison. Voilà, donc c'est aussi une manière de tendre la perche au MJ pour qu'il puisse faire quelque chose d'intéressant parce que si tout le monde veut se la jouer furtif, c'est faut pas se mentir, ça ajoute pas beaucoup de piquant à l'histoire. Donc moi j'étais très souvent celle qui allait mettre un coup de pied dans la fourmilière et jusqu'à maintenant ça convenait à tout le monde. Ça m'a permis de jouer beaucoup de rôles différents, hein, C'est cool, c'est mais bien. ça convenait à tout le monde. Mais c'est vrai que quand il y a des furtifs, d'avoir quelqu'un pour les sortir de prison, c'est bien. C'est c'est clair. c'est bien utile. Et Gabriel, donc tout à l'heure je disais tu avais l'air de faire porter beaucoup d'attentes sur le MJ. Ouais. Est-ce que tu as des attentes toi avec les autres joueurs ou qu'est-ce que tu attends d'eux en fait? Oui, bah écoute, franchement déjà, bon, on a déjà joué ensemble avec Vixen et c'est vrai que je la reconnais bien et j'aime beaucoup ce genre de joueur. Hein. Pareil, des fois j'essaie de, comme elle fait, hein, j'essaie d'essayer d'équilibrer un peu la partie. Ce que je vais attendre des joueurs, bah, c'est justement d'essayer de faire avancer les choses et d'arriver à être fluide, hein, comme disait Axel, hein, parce que du coup, si le MJ prépare donc ce côté un lore et action euh, dont je parlais, bah, derrière, c'est de ne pas partir dans tous les sens, sauf si ça s'y prête, hein, bien évidemment, mais d'essayer vraiment que le groupe, tu vois, arrive tu vois, par exemple, les joueurs qui font exprès d'éviter le groupe parce qu'ils ont juste envie d'enquiquiner le monde, bon, c'est pas très intéressant, tu vois. C'est assez relou. Alors après, je dis pas que si tu veux faire du RP, si tu veux, parce que par exemple, j'aime bien prendre mes marques au début. Hein, quand je parlais de l'or, c'est bah, voilà, la taverne, ça reste quand même un endroit sympa pour commencer, pour bah, voilà, un peu prendre la température. Mais je vais pas non plus aller voir au village il y a à 3 km juste pour éviter le groupe. C'est pas possible. Non, vraiment essayer d'être dans ce move, d'être dans essayer d'avancer, tu vois. Et après, on peut digresser, mais sur la première partie, c'est quand même bien que les joueurs soient un minimum dans le délire, Et tout donc simplement. toi comme je disais Vixen nous a très bien expliqué sa manière de faire, son gimmick, son truc à elle. Qu'est-ce que toi t'essayes ou même sans t'en rendre compte que en regardant un peu, qu'est-ce que tu fais en fait à chaque fois ta première partie, le truc qui te dit si je fais ça, il y a une bonne chance que ça se passe bien. Bah écoute, ça va, je pense être, hein, comme je disais, en général, la taverne, c'est un bon endroit pour essayer de à la fois voir comment C'est-à-dire tu vas dire aux autres joueurs venez on va boire un coup à la taverne, c'est ça? par exemple, tu vois, ça va être, Ouais. parce qu'en général, en général, c'est là où pas mal de jeux commencent, tu vois, parce que je joue quand même pas mal d'Heroic Fantasy plus qu'autre chose, mais ça va être vraiment essayer de trouver un moyen, un moment pour que on se réunisse, qu'on puisse un petit peu échanger, tu vois, sur nos persos, sur ce qu'il faut faire. Et en général, la taverne est quand même le lieu le plus sympa et ça permet aussi, tu vois, les joueurs, ils vont se détendre un petit peu avec leur perso, s'ils ont envie de se détendre, et essayer de voir un petit peu de comment chacun joue, comment chacun aborde le truc. Et après, derrière, derrière, en voyant un peu les profils, tu vois, s'il y en a un qui reste un peu renfermé, tu sais que lui, il faut plutôt aller lui parler tranquillement. Quand il y a juste tous les deux, quand on a un qui est exubérant, bah, tu sais que bon, tu leur verras faire diversion, ce genre de choses. Tu vois, j'essaie d'analyser un peu l'équipe et j'adapte en fait mon personnage en prenant en compte son rôle. Tu vois, si j'ai décidé que si j'ai décidé par exemple que c'était l'introverti, bah, il jouera l'introverti. Si c'est l'exubérant, bah, et j'essaie de jouer par rapport aux autres là-dessus. Donc voilà, il y a une phase d'observation en fait, et je trouve que c'est voilà, encore une fois, la taverne est quand même un des meilleurs endroits pour le faire. Donc là ce que tu dis c'est parce que moi souvent ce que je vois hein, en tant qu'MJ,
Euh, alors avec des joueurs que je découvre pour la première fois, avec mes joueurs que je connais depuis longtemps, maintenant comme tout le monde se connaît, donc on n'a plus trop ce truc-là. Mais souvent, moi, ce que je vois quand je suis MJ, c'est que, en fait, j'ai souvent donc dans les one-shots, j'ai l'impression d'avoir, en fait, imaginons, il y a 4 joueurs, 4 individualités. Et dans la scène que tu viens de décrire, de l'auberge ou de n'importe quoi, ils se rencontrent, franchement, j'ai très rarement vu des joueurs qui se tournaient vers un autre joueur et qui fait « Et alors, qu'est-ce que t'aimes? Tu viens d'où? C'est quoi ta femme ?» Tu vois, enfin, qui pose des questions. Ce que tu me décris, c'est un joueur qui pose des questions à un autre joueur. Moi, j'entends ça, je fais « What ?» Pour moi, dans un jeu de rôle, les joueurs, c'est mon perso est comme ça, il a l'air classe, il est machin, le mien, il est très musclé. Ah, et tout le monde se montre, tu vois, il montre son. Ah, regardez comme il est bon, mon perso, voilà ce qu'il sait faire. Ah, je peux monter, regardez, je monte. Et en gros, chacun veut faire mumuse tout seul dans son coin, et je vois très très rarement des joueurs qui vont vers les autres qui font ah ouais, toi tu fais quoi? Ah waouh, tu vois, c'est. Tu fais ça, toi? Pas, ça dépend le perso, tu vois. Encore une fois, si je joue le mec introverti, je vais pas le faire, mais ouais, quand même, j'essaie d'analyser au moins. Tu vois, c'est pour ça que la taverne ou le bar ou le machin, c'est quand même assez intéressant parce qu'il y a cette phase d'observation, il y a cette phase de dialogue. Ouais, je vais quand même essayer d'aller poser deux, trois questions. Ah, du coup, qu'est-ce que tu aimes bien? Qu'est-ce que tu fais? Parce que comme ça, tu peux un peu cerner le caractère du personnage. Et ça permet justement de varier ton jeu de rôle, tu vois, avec l'équipe. Parce que sinon, après, derrière, en fait, tu fais que jouer un archétype que tu n'adaptes pas à ton groupe. Et au final, c'est un peu comme si tu jouais dans un silo. Et donc, c'est important d'un peu voir, enfin, pour moi, hein, de voir un peu comment sont les autres et d'adapter ton personnage qui réagisse là-dessus. Si tu joues un gros fort qui aime pas les faibles et que tu as un faible dans l'équipe, bah, tu vas le martyriser un petit peu. Ce genre de choses, quoi. Alors que si tu joues juste le gros force en ignorant ton équipe, bah bon, tu joues pas, je trouve qu'on joue pas, ça sait pas jouer pleinement le personnage, quoi. D'accord. On reviendra sur le PVP après. Et jusqu'où on peut aller. Et donc Axel, toi, est-ce que pour toi ta best pratique, la meilleure chose quand ta première partie, qu'est-ce que tu essayes de réaliser au moins la première fois? Alors, il y a des choses en amont. On parlait justement de pas jouer 1 et d'être un groupe. J'aime beaucoup avoir des liens, alors que ce soit avec les autres personnages joueurs et avec les autres PNJ. Et justement, cette première session, à moi, elle me sert à les mettre en place et à les jouer, à les tester, voir si ça marche, s'il y a des trucs qui répondent. Par exemple, je dis, ah bah lui, alors C'est ton frère, par exemple, oui. c'est mon frère. Ouais. Est-ce que je sens que c'est mon frère? Est-ce que je sens qu'on peut avoir une interaction cool? Est-ce qu'on peut parler de la famille, etc. Quitte à rééquilibrer, parce qu'en fait, la première session, elle sert à ça aussi. Parce qu'il y a des trucs, des fois, tu te dis, en fait, ça marche pas du tout. Lui, je suis censé l'admirer, et en fait, au bout de 2 minutes, il parle, j'ai l'impression que c'est une grosse merde, je le déteste, tu vois. C'est Donc, vrai. je l'admire plus. Ouais, ouais. Donc, ça, tu le changes. Et il y a autre chose, mais ça, on le fait. Alors, vous en serez peut-être rendu compte, notamment sur Shadowrun Anarchy, le débriefing. Jouer haut et jouer bas. Moi, c'est un truc que j'ai découvert aussi avec la Burst Team et avec Matt. C'est qu'on peut pas tous jouer des mecs à 2000 à l'heure. Et c'est ce que disait Gabi, on a aussi besoin de gens un peu en retrait, on a besoin de gens qui sont dans l'ombre, qui sont un peu plus efficaces. Et c'est un truc qu'on sent aussi, parce qu'on peut se le dire avant la partie, et en fait tu te rends compte, merde, mon perso il correspond pas du tout à ce que je pensais. Et donc ça marche pas. Donc pour donner un exemple, jouer haut, c'est être très volubile, être très présent, être très en avant, donner des idées, foncer, pas forcément réfléchir, boum, je réagis. Ah ouais, il me pointe un flingue, bah lui je lui tire dessus. Alors qu'un mec plus réfléchi va dire, alors non, peut-être qu'on va peut-être pas lui tirer dessus. Tout de suite, on va attendre un peu, on va dire qu'est-ce que tu veux, mec, et par contre, on prévoit un plan, quoi. Donc ça marche super bien. En fait, faut faire des tests. Moi, j'avoue que la première partie, c'est vraiment une partie de test où je sens où l'alchimie elle colle ou pas, quoi. Mais par rapport à jouer haut et bas, Ouais. c'est cool que tu aies pris ça comme ça. C'est pas exactement ça, jouer haut et bas, mais ce que t'en as fait est très très bien. Hein, retire pas. En fait, Vas-y, parce que jouer haut et bas, c'est une technique d'improvisation. Donc un prof d'improvisation, de théâtre d'improvisation, qui disait qu'en gros, lorsque tu crées des liens avec les personnages, donc des persos d'impro, t'as pas besoin d'avoir un background de 14 pages pour savoir qui il est. T'as juste besoin de savoir qui est le maître, qui est le serviteur. Et c'est ça, jouer haut, jouer bas. C'est-à-dire, en gros, qui a l'ascendance sur une personne et qui se sent inférieur à l'autre. Donc le serviteur, le maître, c'est le classique, hein, mais t'as le parent, l'enfant,
t'as l'amoureux transi, celui qui l'apprécie mais comme ça de loin. Enfin, en gros, si vous arrivez dans votre table de jeu de rôle, si vous êtes 4, d'avoir le A qui joue haut sur B, qui joue haut sur C, et l'inverse qui joue bas, vous allez obligatoirement trouver tout de suite des relations. Parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est très difficile quand t'as des joueurs qui sont tous à 2000 à l'heure, mais c'est très difficile quand t'as des joueurs qui veulent tous être le dominant. Ah bah clairement, oui. Et donc, et ça, c'est quelque chose. C'est bien d'avoir quelqu'un qui se pose en chef, entre guillemets, ou en tout cas euh, le noble, quoi. Qui n'est pas obligatoirement d'ailleurs le plus compétent, qui n'est pas obligatoirement le meilleur. Hein. C'est un grand classique, un grand truc drôle. Il est le boss, c'est lui le chef, c'est lui qui décide, c'est lui qui a le dernier mot, mais c'est un gros naze et c'est les autres qui font le travail. C'est un grand classique, ça marche très bien. Mais, et derrière, il faut quand même des gens qui acceptent de temps en temps de dire oui, monseigneur. Alors, ça peut prendre plein de formes, mais et je trouve que c'est dur, parce que souvent, quand tu es autour d'une table, tout le monde a envie de jouer le boss, à qui on parle bien. Je sais pas si ça vous est arrivé, ou si vous avez déjà naturellement appliqué... Gabriel, je te vois faire. Clairement, ouais. Comme ça. Ouais, non, je pense que ça. Ouais, parce que j'ai des tables de joueurs où c'est pas toujours le cas. En général, c'est plutôt. Parfois, ça fuit le poste de boss. Ça va être le mec qui fait le taf, mais ça va pas être le boss. Donc, non, je pense que ça dépend de la table, je pense que ça dépend du jeu de rôle, mais ouais, non, Mais donc, je trouve justement, que ça si dépend. tu te retrouves avec des joueurs qui, naturellement, préfèrent jouer bas, avoir au moins un personnage qui joue haut, ça aide. Oui, ah L'idée, oui, c'est oui, que clairement. les deux pôles sont intéressants, parce que ça crée de la relation Ouais, entre ouais, les joueurs, clairement, justement. clairement, ouais. Voilà, c'est quand même important. Bien. Et ben écoutez, Vixen, quelque chose à rajouter là-dessus, ou je... Non, non, j'ai déjà essayé les deux rôles et j'avoue que ce qui m'amuse le plus, c'est plutôt de faire ce que t'as dit, c'est-à-dire avoir quelqu'un de pseudo-dominant qui crie très fort mais qui fout rien, et puis le petit vicieux derrière qui fait oui, monseigneur, bien sûr, monseigneur, et qui fait absolument tout ce qu'il veut derrière. Et moi, je suis plutôt la petite vicieuse qui se cache derrière la grosse bosse. Je confirme ce point. Et j'adore jouer ce rôle, c'est génial. Ça me dérange absolument pas de plier, de faire des courbettes, parce que c'est le rôle qui veut ça, et c'est un régal de jouer ça. Très bien. Non, mais le rôle de serviteur, c'est un truc, c'est... Voilà, prendre des archétypes aussi simples, ça m'a l'air. Hein. D'ailleurs, même moi, en tant que joueur, je le vis. J'ai rarement des MJ qui me proposent des trucs aussi typés. Mais ça, et d'ailleurs, je me rends compte que les personnages où je me sens pas bien, c'est ceux où je sens pas leur relation tout de suite. File-moi un serviteur, ou file-moi le noble, avec tout ce que ça veut dire, hein, président, chef de gang, ou ce que tu veux, enfin c'est large. Je vais tout de suite savoir où aller, quoi. Parce que je vais savoir les rôles par rapport aux autres joueurs, quoi. Clairement. Euh, hop, je relis mes notes, hein. Je couperai ça, mais... Ouais, donc ça, on a fait ça. Ok. Je vais revenir à ce que tu disais, Gabriel, tout à l'heure, sur t'as envie que le MJ te présente le monde, te fasse, tu vois, Avoir un peu de l'or. voilà. Donc j'imagine, je m'avance peut-être, mais que un MJ qui vous vomit du lore pendant 1 heure, ça fait rêver personne. Hein, Non. je pense, voilà. C'est un tue-l'amour. Ça n'a pas besoin de... Oh, Donc, pour ceux qui ne seraient pas anglophones comme Britney Spears, le lore, c'est tout ce qui est, en gros, la connaissance du monde, les légendes, connaître le monde, le savoir, quoi, tout ce qu'on doit savoir. Dans Star Wars, si tu connais pas le monde de Star Wars, c'est bien quand même de savoir qu'il y a l'Empire, la Résistance, que la Force existe, c'est ça qu'on appelle le lore, quoi. D'accord. Et donc, pour vous, c'est quoi le bon niveau de lore, ou est-ce que vous avez eu des exemples de fois, ah oui, lui, tiens, ce MJ, il a bien présenté le lore, Vixen, je sais pas si t'as des... Ou quoi, t'en as rien à foutre et tu préfères le découvrir après, ou... Gaffe, bah c'est sinon tu vas vexer des mondes, hein, je te le dis. Non, ok, MJ a fait ça correctement. D'accord. c'est un peu des deux. C'est-à-dire que d'un côté, j'aime bien découvrir les choses pas à pas. Ça me dérange pas de rentrer. C'est pour ça aussi que ça me dérange pas de jouer dans un univers que je connais, mais alors ni d'Ève ni d'Adam. Je rentre, je m'installe, je commence à jouer et si le MJ insiste pour me dire quelque chose, je vais l'accepter, mais ça me dérange pas s'il ne me dit rien. Je peux poser des questions petit à petit. Si je prends comme exemple Vampire. Vampire la Mascarade, je suis un vampire étreint depuis plusieurs années. Je ne sais absolument pas ce que c'est un prince. On est d'accord que c'est pas normal. Mais si, en jouant, le MJ me dit le prince t'adresse la parole,
je vais tout simplement demander au MJ, d'accord, c'est qui le prince? HRP, c'est quoi? Il m'explique et on peut avancer. Alors que si on fait ça, disons à la première session, et qu'il m'explique pendant 40 minutes la hiérarchie du prince de A à Z, de qui contrôle qui, et qu'à la fin on le rencontre même pas, on a perdu 40 minutes de notre vie pour rien. Donc c'est un peu, c'est voilà, c'est entre les deux. Je préfère ne rien savoir ou avoir les bases et puis poser des questions au fur et à mesure. Ça me dérange absolument pas. Que le MJ de temps en temps fasse des petites pauses, même si ça casse le rythme, tu préfères ça largement à 40 minutes d'exposition, quoi. Largement, franchement largement. À la limite, si c'est vraiment important pour le début, il peut faire une liste de choses, mais qu'il nous fasse pas un guide du Loré de A à Z, qu'on sache jusqu'à ce que porter le prince au 40e siècle, j'en sais rien, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Je suis désolée, mais j'en ai rien à faire. Dis-moi ce dont j'ai besoin pour cette scène. Si j'ai des questions, je te les poserai pour la scène d'après. Et ça me va très bien. On gagne du temps et ça permet de discuter sur le Loré justement et permettre aux autres de poser des questions également, parce que tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance sur le même Loré. Donc, Mais, tu vois. ok. Moi, c'est une question moi, en tant qu'MJ qui m'intéresse beaucoup parce que c'est très dur, hein, même après des années de jeu de rôle, de savoir où t'arrêter dans le trop ou pas assez. Et toi, Gabriel, c'est quoi pour toi le bon niveau de... Moi, ça va dépendre de la campagne que le MJ veut mener, en fait. Tu vois, je vais te prendre deux exemples. Le premier, c'est on a fait du Wasteland, donc post-apo. On débarque dans un village. Si tu veux, l'univers, on le connaît pas. Et en fait, le seul lore dont on avait besoin et qui était suffisant, c'était le contexte du village. C'était un peu, tu vois, c'était juste ce lore-là dont j'avais besoin. C'est quel genre de village on est rapidement. Tu vois, ça prend 5 minutes. Tu vois, qui on est dans le village rapidement, qu'est-ce qu'on sait un peu du monde, pas grand-chose. Et c'est tout. Je vais prendre une autre campagne, par exemple, une campagne sur DD5. Donc, du coup, là, on a eu une explication globale du monde parce qu'il y a il y a des intrigues et des sous-intrigues. Et comme disait Vixen, en fait, ouais, il faut juste doser avec ce dont on a besoin pour la partie et pour ce qui va suivre. Encore une fois, sur celle de DD5, peut-être qu'au début, il y avait trop de lore, mais c'est fait exprès pour enfin, pour nous obliger un petit peu à réfléchir sur notre personnage, à comment il évolue dans le monde, et parce qu'il y aura il y a plein de sous-intrigues et ce genre de choses, et donc c'est le but c'est le but de la campagne. Et parfois tu peux juste commencer en disant bah, vous êtes là et d'un seul coup il se passe ça et en fait tu vas découvrir le truc au fur et à mesure, hein, tu peux poser des questions, mais j'aime bien avoir un minimum de contexte et un petit peu enfin, le lore qui va avec quoi. Parce que, si tu veux, C'est ce que tu décris, c'est deux options quand même très différentes. C'est-à-dire que ouais. pour moi, il y a deux types de lore, hein. Il y a le lore que tout le monde connaît, Mhm. c'est-à-dire, tu vois, Star Wars. Quand on compte quelqu'un qui ne connaît pas du tout Star Wars, ça peut, hein, je peux te dire qu'il va morfler. Parce que à côté de tous les autres qui, en gros, parce que je veux dire, c'est lourd, en fait, le lore de Star Wars. Mais comme Oui. l'écrasante majorité des gens s'attardent autour de la table, ils savent ce que c'est un Wookiee, tu vois, ils savent ce que c'est la Force, ils savent ce que... Enfin, tu vois, c'est beaucoup plus facile pour... Et le post-apo, pour moi, ça fait partie de ces trucs où, naturellement, tu dis post-apo, quoi, Mad Max, ah, hop, c'est fini. Tu vois, enfin, t'as besoin de très peu de références pour comprendre. Et puis surtout, c'est facile. Le monde a chuté, il est détruit, tout est recommencé. Donc pour moi, c'est des jeux où le monde peut être émergent. Donc c'est plus facile parce que t'as moins à bouffer. Par contre, une campagne dans Donjons et Dragons avec un royaume hyper crafté du MJ. Alors attention, c'est la 5ème dynastie, machin. C'est là où, genre, L5A, quoi. Moi, j'ai jamais réussi en tant que joueur, quand je suis joueur à L5R, je suis genre, parce que c'est trop lourd, Ah ouais. quoi. Tu vois, ça. Bon. Qui était ton meuge? Qui était ton meuge? Non, mais je le sais il y a longtemps, ça fait très longtemps que je joue à L5R, Non. mais Ouais, c'est comme je me duel 5 heures, c'est pour ça. Non, mais en fait, après, il faut trouver. Le but, c'est de pas de tout balancer. Tu vois, tu le disais tout à l'heure, tu vois, par exemple, il faut présenter l'Empire, il faut présenter la Résistance. Bah, tu vas pas présenter de Wookiee à la première séance si tu vas pas le faire rencontrer de Wookiee. Tu vois, c'est vraiment, tu vas présenter le strict minimum. Tu vois, pour DD5, il nous a présenté en gros une carte des grandes villes dont les noms, on s'en fichait un petit peu, et une histoire. Et ça, il a pris, je sais pas moi, un quart d'heure pour expliquer tout ça et, en mode tranquille. Et voilà, et ça suffisait. Et après, c'est venu au fur et à mesure. Mais c'était beaucoup plus explicite que vous êtes des paysans dans un village et ça.
bon, on savait tous ce qu'était le post-apo, donc il nous a dit, bah, vous avez des maisons qui sont des maisons un peu faites de briques et de broc, quoi. Mais il y avait pas besoin de dire plus, en fait, et c'est au fil de l'aventure que nos personnages ont découvert tous les mystères enfin, tous les mystères, on a encore plein à découvrir, mais les mystères du post-apo. Et je pense qu'il faut rester un minimum concis, comme disait Vixen, vraiment apporter ce qu'il y a besoin d'apporter pour la séance. Mais je préfère quand même avoir un minimum de contexte. Genre, vous êtes dans un. Enfin, voilà, tu vas pas débarquer, bon, vous êtes dans une taverne, il y a une baston, c'est parti, tu vois. J'ai un peu de mal à rentrer dans ce genre de partie parce que c'est trop d'un coup. Ok, j'aime bien situer mon personnage, tu vois, pour qu'il réagisse. Parce que par exemple, le personnage il va faire une baston. Bon, non, moi je vais plutôt aller voir ce qui se passe dehors. Je suis un voleur. Bah tiens, je vais en profiter, j'ai dépouillé les gens. Tu vois, pour pouvoir varier, en fait, c'est vraiment sur le jeu de rôle, c'est pour essayer de se remettre en contexte et de dire, ok, bah, comment réagit le personnage? Voilà, donc juste un minimum de contexte. Et pour toi, Axel? Bah, moi, c'est terrible parce que j'ai une mémoire absolument pourrie. Donc, si tu me fais du lore dropping pendant 40 minutes, ça sert à rien. Au bout de 2 heures, je me rappelle plus de rien. C'est pour ça. Je te confirme, c'est pour ça. Non, mais certaines choses s'expliquent. Ce qui marche beaucoup mieux, c'est un peu la méthode. Je vais revenir beaucoup aux personnages, mais parce que c'est très important pour moi. C'est avoir des personnages et des infos sur les personnages. Tu vois, Vixen a parlé du prince. S'il a un lien direct avec mon perso, ça m'intéresse, je vais le retenir. Si le prince, il est 12 échelons au-dessus, je m'en fous. Par contre, si on va reparler de vampire, si j'ai mon sire, il y a des chances que je le revoie assez régulièrement. Bah lui, je vais le retenir. Et donc par rapport à mon sire, je vais retenir son clan, son histoire, etc. C'est ce qui va me permettre de retenir ces informations. Et évidemment, il en faut pas 12 000 non plus, parce que si tu me présentes 12 PNJ, bah, en fait, je vais me retenir les 2 premiers ou les 2 derniers, et puis c'est tout. Mais effectivement, c'est un dosage. Donc moi, je sais que j'aime me relier au PJ, au PNJ, aux liens, etc. Ou aux lieux qui sont intéressants. On fait du vampire, tu veux me présenter New York? Présente-moi. Où j'habite? Si je suis à la Camarilla, si je suis dans une des organisations, où est le siège de cette organisation? Où est-ce que je chasse? Où est-ce que je chasse mes potes? Où est-ce que je peux les trouver? Ça me suffit. Et après, je découvre au fur et à mesure. Pareil, je préfère une interruption de 2 minutes avec une question qui fuse. On répond à la question et boum, on passe à la suite. Parce Ok. que bah, je trouve que c'est plus efficace et en fait, je trouve que ça coupe moins le rythme. Parce qu'en fait, si tu me fais les 40 minutes d'explication, je vais aussi te poser des questions. Parce que je retiens pas. Donc je vais forcément te. Oui, lui, tu nous as dit qui c'était, je me rappelle plus très bien. Et en plus, ça la fout mal parce qu'on dirait le joueur branleur, tu sais, qui arrive sur la table, qui écoute rien et qui vient juste lancer ses dés en mode voilà, C'est où la baston? ouais, c'est ça, où est la bagarre? D'accord. Voilà. Et on parle beaucoup de relations entre joueurs, c'est normal, du rapport au monde. J'imagine que dans le monde, j'y place aussi le scénario. Hein, j'imagine que. Putain, voilà, question sur le scénario, avant d'aller vers mon autre idée. Vous aimez quoi? Vous aimez être libre de faire ce que vous voulez, ou vous aimez bien quand même quand on vous tend des petites perches? Comment vous êtes par rapport à ça? Est-ce que vous êtes du joueur à éviter la perche et absolument ou Vixen, quand on te tend une perche scénaristique, tu veux savoir ce que le MJ veut te montrer ou tu t'en fous et... Ça dépend. Est-ce que si je prends pas la perche, il me tape avec? Parce que il y a un peu de ça aussi. En fait, ça dépend beaucoup du MJ. Il y en a certains, je pense qu'on le sait tous, qui vont avoir tendance à tendre une perche en disant tu es libre, tu fais ce que tu veux, mais si on prend pas la perche, il nous frappe avec. C'est pas une vraie liberté, ça. Donc, j'aime bien quand c'est clair, simplement. Si au départ, dès le début, je me dis il va y avoir des moments assez couloirs, donc il faudra faire ce qui est demandé, ça me dérangera pas trop. Mais si dès le début, absolument tout ce que tu veux, mais si pendant la partie, au lieu de machin, j'ai envie d'ouvrir un bar, et que tu m'engueules, je vais très mal le prendre. Donc voilà, c'est plus par rapport au MJ. Sinon, si vraiment je peux choisir les parties que je veux, j'aime être libre, absolument et totalement libre, ce qui n'arrange pas tout le monde. D'accord, mais J'aime ça. donc il faut quoi? Il faut qu'est-ce qui est bien pour toi? Tu veux être t'es une joueuse qui veut être très libre, super. Qu'est-ce que tu veux alors au moins pour commencer la partie? De quoi t'as besoin pour te lancer dans le... Juste que le monde soit Bah, bien décrit et que tu t'entendes bien avec les joueurs, ça suffit, c'est ça? j'ai besoin d'un appât.
En gros, c'est ça. J'ai besoin d'un appât, j'ai besoin qu'on me dise, voilà, il y a machin qu'il faudrait tuer à tout prix. Et qu'après tu me laisses totalement le faire absolument comme j'en ai envie. Sachant que parfois, le MJ va prévoir qu'on doit passer par telle personne pour que ça puisse se faire, pour que ça déclenche un autre événement, et moi, je peux n'en faire qu'à ma tête et dire non, non, j'ai envie d'y aller toute seule. De quoi tu te mêles? Je veux essayer de le faire toute seule. Et c'est cette liberté-là que j'aime, en fait. Donc, tu me donnes un but, tu me donnes l'univers, et je peux très bien m'amuser avec ça. Ça me suffit largement. Je peux inventer mes propres PNJ, je peux faire ça de mon côté. Donc, ça me suffit. Juste un but. D'accord, donc t'aimes bien avoir ouais, juste une accroche, et après, si c'est émergent, t'es très contente, quoi. Ouais, ça me suffit largement. Si entre-temps j'ai envie de faire autre chose, j'aime avoir ce choix aussi. Après, je suis pas chiante. Hein. Si je sais très bien que la fin de la partie, ça se termine quand on a tué le méchant, donc je vais être arrangeante comme tout le monde, mais j'aime bien pouvoir le faire à ma manière. C'est juste ça. Ok, et toi, Gabriel? Bah, du coup, je vais vraiment prendre les deux points, hein. C'est quand tu es sur des rails ou quand tu es complètement libre. J'aime pas être entre les deux, c'est-à-dire des phases où tu es sur des rails et puis des moments de totale liberté. Enfin, ça me perturbe du coup dans une campagne. Donc j'aime bien quand le maître du jeu il est constant là-dessus. Quand on est sur des rails, ouais, moi je préfère pareil aussi être plutôt libre, mais ça me dérange pas d'être sur des rails. Par contre, je vais être plus exigeant au niveau du maître du jeu, du coup parce que bah, faut que je passe un bon moment, faut que tu vois, faut que je puisse jouer le personnage, enfin, faut pas que je me sente restreint, faut pas que j'ai vraiment l'impression d'être dans une succession de quêtes ou quoi, où je peux rien faire et j'ai pas l'impression d'être dans un monde ouvert, ce genre de choses. Parce que sinon, et puis il faut des trucs, hein, faut de l'histoire, faut du lore, faut de l'intrigue. Quand c'est ouvert, quand tu peux faire un peu ce que tu veux, bah, du coup, en fait, justement, je vais être moins exigeant. Juste, on va se baser sur les capacités d'impro un peu du MJ, parce que le lore, enfin, toute l'interaction avec le monde, il va se faire un peu dans tous les sens. Et donc, c'est carrément partir à la découverte d'un nouveau monde. Je préfère la liberté, hein, comme Vixen. J'aime vraiment pas quand on a un truc entre les deux. Vraiment, comme l'exemple qu'elle prenait, hein, c'est-à-dire tu peux faire ce que tu veux, mais en fait, il faut que tu aies vraiment ce PNJ, que tu passes vraiment par ce PNJ pour réussir. Ça, à ce moment-là, tu vois, je préfère être sur des rails, parce que sinon, en fait, je vais trouver ça frustrant. Euh, et pareil, comme Vixen, si jamais c'est ouvert, il me faut juste un petit appât pour que ça se lance. Là où sur des rails, je pense que c'est amené de manière un peu plus, un peu plus flagrante, quoi. Ok. Et Axel? Donc? Moi, ça dépend vraiment des univers. Les univers où il y a des bons gros backgrounds, je pense à Vampire, je pense à L5R, etc. Ça me dérange pas qu'il y ait effectivement un scénario qui soit écrit et détaillé. Par contre, là où je rejoins Gabi, c'est-à-dire que, ok mec, si tu veux pas qu'on soit libre et qu'on fasse un peu comme on veut, t'as intérêt à ce que, en tout cas, je m'éclate à jouer mon personnage et à ce que les personnages en face, ils soient intéressants, ils aient du répondant et que on n'ait pas des règles à la con, salut Cthulhu, mais pas de jet de toc, tu vois, de trouver objet caché pour avancer, ça m'emmerde. Ça va aussi, je vais rejoindre le côté mécanique. Évidemment, j'aime beaucoup la liberté. J'aime énormément la liberté en jeu de rôle. J'aime avoir un but vague, une idée de but même peut-être, et de broder autour, comme on peut le faire régulièrement avec la Burst Team, où effectivement, bah, on sait que ouais, bah, on a peut-être un point quelque part très loin qui est décidé, mais on ne sait pas exactement comment on va y arriver. Et il y a des chances que ce point en plus il change en cours de route. Euh, et j'ai besoin que les intentions elles soient claires. C'est aussi très important ce qu'elle a dit Vixen. La pire partie et où alors j'étais un peu plus jeune donc j'étais un peu un petit con aussi. Le MJ me dit t'es libre. Je dis bah je fais ça. Il me dit oh non ça marche pas. Littéralement il reconstruit un truc derrière moi. Bref t'avais l'impression d'être sur une création de monde où il m'enfermait quoi. Littéralement j'avais l'impression d'avoir une barrière tout autour de moi et qui m'orientait vers un chemin qu'il voulait que je prenne. Et ben j'ai été toute la partie à tester de sortir du monde parce que ça me cassait les pieds tu vois. Parce que le mec me dit bah tu fais ce que tu veux. Je lui dis bah ok je fais ça, il me dit non. Et je dis bah écoute ok bah je vais tester plein de trucs. La partie a été je pense horrible aussi bien pour lui que pour moi. Voilà donc je m'en excuse, c'était pas bien, j'étais jeune, un petit con. Mais les intentions du MJ, les intentions de la table elles doivent être claires et il faut qu'on soit tous d'accord dessus quoi au moment de commencer.
Tu parles de mécanique, c'est Ouais. formidable transition, puisque Merci pour ça. là on parle beaucoup donc des relations interpersonnelles, rapport au monde, rapport au scénario. Maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est le rapport aux règles. Parce que c'est un jeu qui nous intéresse quand même pas mal sur la GDR Factory. Et je sais que beaucoup de joueurs, la réponse est j'en ai rien à foutre des règles. Donc, ok, très bien, vous avez le droit. Mais pour vous, est-ce que vraiment vous pouvez faire sans les règles? C'est-à-dire que vous préférez juste être autour du feu et de vous raconter un conte avec un petit bâton de parole qu'on passe? Ou voilà, c'est quoi le minimum de règles dont vous avez besoin? Et si vous pouvez me citer, pour vous, une règle que vous trouvez cool et qui vous a apporté beaucoup pour vous aider à jouer votre personnage, en tout cas dès la première partie. Hein. En gros, vous êtes en train de jouer. Ah, tiens, dans cette première partie là, quand j'ai joué, j'ai découvert ce jeu, ça m'a plu, ça m'a aidé à rentrer dans le monde ou rentrer dans mon perso, etc. Fixen, est-ce que tu as un exemple? Ah, je suis la pire personne à qui il faut poser cette question. C'est très bien. Et c'est normal, il faut toujours les joueurs, le clan des joueurs qui disent j'en ai rien à foutre des règles. Je suis un petit peu dans ce clan-là, mais pas parce que j'en ai rien à foutre, plutôt parce que j'ai la mémoire de poisson rouge typique du joueur qui n'arrive pas à se rappeler quel jet déjà, quel dé, c'est faux. On le jette combien de fois, d'accord? Je rajoute quoi déjà? Et c'est très, c'est vrai lointain d'Axel, le pauvre. En fait, j'ai un gros problème, c'est que je me rappelle jamais des règles. Même un jeu auquel j'ai joué une centaine de fois, j'aurais tendance à ne pas me souvenir des règles. Je vous jure, je le fais pas exprès, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est juste que c'est le côté mécanique, vraiment, j'ai du mal. Je m'entendrai très très bien avec les MJ qui vont comprendre ça et qui vont essayer de me faciliter ça le plus possible. Pendant la création, par exemple, j'aurais tendance à trouver ça très long s'il y a des trucs à lancer, mais je le ferai parce que c'est la création et que c'est pas grave. Mais si pendant toute la partie, il faut me demander un D6 tous les 3 pas, je respecterai les règles quel que soit le jeu, mais si les règles sont trop lourdes, j'aurais tendance à ne plus rejouer. Si je peux prendre comme exemple, par exemple, je sais plus comment ça s'appelait déjà, le jeu de pirate là, Ah, Seven Sea. Pavillon Noir. Ah, Pavillon Pavillon Noir, Noir. oui. Pavillon Noir. J'ai adoré, adoré jouer à Pavillon Noir. La seule chose que j'ai trouvé lourde, c'était les règles. Mais vraiment la seule chose. Je referais une partie avec plaisir si je pouvais trouver une partie où les règles étaient un petit peu allégées. Sinon, si c'était les règles simples, par exemple, dans Vampire, je les trouve assez simples. C'est juste des GD avec des caractéristiques combinées et ça passe. Apocalypse aussi. Voilà, c'est les trucs assez simples. Tu m'expliques ça une fois et la mécanique se répète. Par contre, si jamais il faut le refaire, le refaire, le refaire, et à chaque fois il faut le faire différemment parce que c'est pas la même action. Et voilà, c'est côté mécanique. Franchement, je suis la pire joueuse au monde à avoir dans son groupe D'accord. pour les Donc, jeux compliqués. donc clairement, tu fais pas du jeu de rôle en te disant je vais trouver une mécanique qui va m'apporter quelque chose à mon jeu, quoi. Tu t'en fous complètement. Ça apporte vraiment quelque chose, une mécanique. Je veux dire, franchement, on peut pas faire ça juste avec un des 20. Si, hein, faudrait essayer. Non, hein. Non, bon, bah, j'aurais essayé. Non, non, mais si tu sais, je pense que tu représentes une bonne majorité des joueurs. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais justement, moi en tant que MJ qui voit qu'il y a des mécaniques de jeu qui sont intéressantes, que tu travailles, que tu t'emmerdes à apprendre, à essayer de retransmettre aux joueurs, etc. Tu te dis, si les gens en ont rien à foutre, qu'est-ce que je m'emmerde moi avec toutes ces mécaniques, tu vois? Voilà, autant faire un bâton de parole autour du feu, quoi. C'est plus simple. Mais voilà, Ouais. donc Je suis très reconnaissante en fait envers les MJ qui arrivent à faire ça parce que je sais que c'est très difficile et qu'il faut se souvenir de toutes les règles, pardon, pour tout le monde. Donc je suis vraiment reconnaissante quand un MJ accepte ce côté de ma personne, de ma pauvre personne et veut bien me répéter les règles une trentaine de fois pendant la partie. Franchement, cette patience, je les admire, je vous admire, cher MJ, je vous admire pour ça. ok. Et toi, Gabriel, ton rapport aux Euh, règles? alors, bah, du coup, moi c'est pas un problème, mais j'ai une bonne mémoire et je suis un peu un nerd sur les règles, donc en fait, je les retiens et La balance. voilà, je contraste. Et en fait, je les retiens. Et moi, un truc par contre qui va être hyper important sur les règles, c'est que faut que ce soit les mêmes pour tout le monde. Tu vois, c'est vraiment là, par contre, le meuge, pour moi, je vais attendre une équité. Après, faut pas que les règles elles soient trop lourdes, parce que si ça, enfin, faut pas que ça casse la fluidité de la partie. Après, si t'es sur une partie où c'est pas fluide et que tu as des grosses règles et que tout le monde est OK avec ça et que ça se passe bien, OK. Euh, mais voilà, faut que tu aies un système de jeu qui soit suffisamment fluide et les joueurs.
y ailles avec. Par exemple, si tu as un système de règles qui est assez léger, il faut quand même que tu arrives à avoir des joueurs qui savent jouer avec. Tu vois, par exemple, je joue à un jeu complètement inventé où tu as 4 stats et tu lances 2 dés de 6 plus ta stat et tu rien d'autre comme règle. euh, Bah, en gros, enfin, pour moi, je pense que tu peux pas mettre ça dans les mains d'un joueur inexpérimenté parce qu'il va être il risque d'être complètement paumé. Euh, enfin, je sais pas, je sais pas. Je pense qu'il faut que faut que t'aies des joueurs qui arrivent à jouer avec. En fait, il faut que tes joueurs, pour moi, il faut que les joueurs ils soient à l'aise. Faut que je me sente à l'aise avec les règles. Bon, comme je les retiens et que en général, ça me dérange pas trop, mais faut que les autres aussi, tu vois, faut que les autres soient à l'aise avec. Faut que le maître du jeu soit à l'aise avec parce que sinon, après, ouais, tu vas avoir des moments où ah ben c'est qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là? Puis après, t'as le maître du jeu, il fait ah mais je sais pas, est-ce que tu vois, est-ce que j'applique la règle? Non, tu vois, faut vraiment que le maître du jeu se l'approprie, que les joueurs se sentent bien avec. Tu vois, ils ont pas besoin parce que vraiment encore une fois, moi, je retiens et des fois, je suis peut-être un peu relou avec les maîtres du jeu. Je m'en excuse. Mais pour que les joueurs soient à l'aise, tu vois, faut que, comme disait Vixen, il faut pas que tout le temps tu aies ton truc à lancer, ton machin. Faut pas que ça te sorte de l'univers. Faut pas que ça te sorte de la partie. Voilà, je pense qu'il faut, voilà, si tu arrives à avoir un maître du jeu et qui maîtrise un minimum ses règles et les joueurs qui arrivent à les apprécier, ça les dérange pas. Ça suffit en fait, tu vois, Et je là, trouve que c'est très ça bien. t'apporte un plaisir ou pour toi c'est quelque chose qui apporte quelque chose à la partie jeu de rôle ou justement pour toi, bon, tu les connais mais c'est pas si important que ça. Ouais, je pense que ça apporte de la diversité dans les jeux de rôle en fait, parce que enfin, euh, en gros, des fois, le bête parce que le bête du jeu, il va avoir ses idées de scénario et tout, et puis toi, en fait, avec les règles, tu vas dire, ah bah tiens, des fois, ça m'arrive d'avoir deux, trois idées quoi, par rapport au jeu de rôle et par rapport à mon personnage. Par rapport à l'univers dans lequel il est, tu vois. Donc, non, je pense que de temps en temps, les règles, ça apporte. Après, c'est pas, je pense que c'est pas, tu peux faire sans, mais ça apporte quand même un petit truc. Backstab, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Je me demande. Exactement, exactement, ça va te donner des idées. D'accord. Ok. Et bon, Axel? Comme Gabi, moi j'aime bien quand les règles sont un peu maîtrisées par tout le monde pour la fluidité de la partie. Par contre, c'est pas du tout une exigence que j'ai à la première. Si les joueurs sont pas ok du tout, ça me pose pas de soucis. En même temps, on apprend, on est là aussi pour les découvrir parfois. J'aime beaucoup le principe d'équité dans la règle. J'ai pas besoin qu'un MJ soit au cordeau avec la règle. S'il y a des approximations, c'est pas grave. Déjà, par contre, ne sors pas ton bouquin pendant 2 heures pour me regarder la règle. Parce que ça, il y a un côté très frustrant pour moi. C'est un truc qui peut vite me gonfler. Je préfère que tu me dises, on fait comme ça là, je regarderai et on voit plus tard, tu vois, c'est pas grave. Mais on peut faire comme ça et je préfère. En tant que joueur, personnellement, sur la première partie, j'aime bien un peu tout tester. À petite dose, par contre. J'ai pas envie qu'on me fasse un combat de 12 heures avec toutes les petites règles de l'infini. J'aime bien tester sur la première séance un affrontement, une situation sociale, une situation d'enquête ou un peu plus freeform où on se sert de la mécanique de base du jeu pour voir un peu le feeling. Parce que j'étais un peu comme Vixen à me dire je m'en fous des règles, on s'en fout, on est au coin du feu, on se passe le totem de parole. Et en fait, c'est pas vrai parce que quand il y a des systèmes que j'aime pas, je les aime vraiment pas quoi. Il y a vraiment des. En fait, je me suis rendu compte que les règles c'était important parce que je me suis rendu compte qu'il y a des jeux que je pouvais pas supporter à cause des règles. Je ne les citerai pas ici, je l'ai déjà bien assez fait dans les vidéos, mais c'est important pour moi en plus de tout tester parce que j'ai un vrai feeling. C'est où je suis bien comme joueur. Faut que la table ça se passe bien, que les relations ça se passe bien, que les règles ça se passe bien, sinon je dis ciao, mamie est malade ou aquaponé plus quoi. Et ça, ça pour le coup, c'est vrai avec, je trouve, le jeu de rôle virtuel où tu peux jouer beaucoup. Parce que quand t'es coincé avec ton groupe de potes que tu connais, qui est toujours les mêmes, tu peux pas partir comme ça. Aujourd'hui, les joueurs j'ai l'impression, sont Mais- devenus beaucoup plus Non mais difficiles parce qu'en gros, ils ont une telle proposition de table de jeu que. en vrai, pour parler du côté un peu réel, moi ça m'est arrivé de pas aller, de pas reconduire des parties alors que j'en ai cherché pendant 1 an et demi sur Amiens. Je suis arrivé sur un groupe, j'ai eu un très mauvais feeling de contact. J'ai fait la partie et j'ai dit bah les gars c'est cool, vous êtes gentils mais ce sera sans moi pour la suite. Alors que ça faisait 1 an et demi que j'étais en mode
faut que je trouve une table sur Amiens, autour d'une table avec des bières, des chips, machin, etc. Bon, le problème, c'est qu'ils buvaient pas de bière, il y avait pas de chips, ils mangeaient du Attends, on chocolat. est à Amiens, Voilà. ils bouffaient pas de chips, ils buvaient pas de bière. Attention, Non, moment non, cliché sur les picards. je te jure, le choc absolu. Et en fait, non, ouais, non, que ce soit. En fait, même si la partie, j'ai du mal à la jouer, je préfère ne pas jouer de partie que jouer une partie que je considère mauvaise, quoi. Qui m'amuse pas. Ouais, bien sûr. Voilà. Très bien. Donc, un peu de règles, à petite dose, saupoudrée. Et on pose des questions au fur et à mesure. Ok. Hmm. Eh ben, je pense qu'on a déjà fait pas mal le tour. En tout Ouais. cas, moi, des premières questions sur la première partie. J'aimerais quand même terminer avec une dernière question. Est-ce que vous pourriez me raconter rapidement pour vous une scène marquante d'une des meilleures premières parties? Qu'est-ce qui a fait que pour vous, dans ce souvenir-là super bon, c'est quoi qui a fait que c'était un des meilleurs souvenirs de première partie de jeu de rôle? Est-ce que, Vixen, tu pourrais te lancer comme ça, tout de suite, là? Parce que je vous ai pris au dépourvu, vous n'êtes pas préparé, sans filet? Moi, j'en ai une en tête. Ah, Si vas-y, besoin. Axel. Ben après, toi, tu connais, hein, c'était Shadowrun Anarchy, parti dans la maison complètement déglinguée. La mise en Elle fait, existe en vidéo sur la chaîne! je me demandais, elle est en vidéo sur celle-ci? Ouais, c'est pas le début de la campagne qu'on n'a pas Je diffusé. sais pas, en tout cas, il me semble... Ah non, c'est vrai, je l'ai fait en Non, montage. Non, c'est vrai. on a fait un Non. montage, donc elle n'existe pas. Mais j'en ai déjà parlé du coup dans le débrief. Mais en fait, cette première partie, on était dans une maison toute déglinguée qui était à moitié hantée, etc. Et en fait, on est passé de personnage en personnage avec des actions complètement débiles, chacun de notre côté. Tu vois, moi j'étais occupé à réparer un truc et à chasser une bestiole dans mon atelier. Je jouais un espèce de nain mécano, quoi. Et en fait, tous les personnages se sont vachement bien adaptés à la maison et ont commencé à interagir entre eux. Donc c'était trop cool. On a testé quelques. Et d'un seul coup, la situation dérape. On entend des bruits de pétarades, de feu, de machin, une créature gigantesque. Donc, on avait une bonne situation d'exposition où on apprend à connaître les persos. Ils interagissent entre eux. On a une scène d'action, donc on peut tester un peu les règles de combat. Derrière, on a une scène sociale parce qu'en fait, on sauve c'était une gamine, quoi, je sais pas quoi. Et où du coup, en fait, on termine là-dessus avec l'envie d'en savoir plus parce qu'évidemment, cette gamine, elle avait des liens avec la pègre et avec des PNJ qu'on connaissait. Donc, boum, on était bien dedans. En tout cas, moi, c'est une très bonne première partie. Ok. Gabriel? Moi, je vais parler du coup de la première partie sur le jeu Wasteland. Parce que du coup, en fait, on a commencé les personnages en étant enfant. Donc, encore une fois, on est dans un village, jeu post-apocalyptique. On ne sait rien du monde, hein, on vit dans ce village sans connaître le reste du monde et on commence en tant qu'enfant à faire des bêtises, hein, et en fait, c'est là où on a commencé à créer des liens donc, entre nous. On a commencé à créer des liens avec le village. Et après, on a continué, en continuant la partie, on est devenu adulte. C'était rigolo parce que du coup, mon personnage se faisait un peu malmené quand il était petit, entre guillemets. Il faisait manger des cailloux et des vers de terre. Et en fait, c'est devenu le grand fort du village. Donc, c'était assez rigolo après parce que bon, c'est moi qui pouvais pousser un peu tout le monde. Bon, bref. Et en fait, c'était vraiment. Et après, derrière, bon, bah, il y a eu toute cette base de personnage, enfin de tout ce relationnel et tout. Il y a eu un peu d'enquête, un peu de combat. Donc c'était vraiment voilà, un peu saupoudré aussi. On a découvert les règles, on a découvert plein de choses et il y avait enfin, toute cette relation et cet attachement, parce que du coup après ça a joué hein, sur le reste de la campagne. Et donc ouais, ça nous a beaucoup marqué. Puis le fait voilà, de commencer le personnage tout petit, qu'ils grandissent, ces petits moments, c'était assez sympa. C'est une manière de jouer une sorte de méta personnage niveau 1, quoi. C'est un peu l'idée, ouais, Ah, des mais... personnages de niveau zéro. Ouais. Vixen, est-ce que tu as trouvé? Il y en a une, en général, les scènes marquantes, c'est pas vraiment la première partie, mais il y en a une où c'était assez drôle. C'était dans Demiurge, la première partie qu'on avait faite. Je crois que c'était Axel qui m'avait me jeu à ce Oui, moment-là. oui, c'était moi. Et si je me rappelle bien, on était supposé, j'avais deux grands frères et on était supposé prendre un verre tranquillement et une scène d'un coup où la police débarque. C'était supposé être une scène très pleine de tension où on savait pas s'il fallait se battre contre eux. Il allait peut-être avoir combat. Faut pas montrer nos pouvoirs. Allez vous cacher. Et voulant me protéger, ils m'ont foutu dans un placard. Et en fait, j'ai passé toute la scène à gueuler à travers le placard et à les insulter à travers le placard. Laissez-moi sortir. Et c'est devenu comique parce que franchement, c'était n'importe quoi.
De mon point de vue, hein. Eux, ils se sont battus, ils étaient très contents. Mais moi, la petite dernière, j'étais cachée dans le placard à les insulter, à me dire, moi aussi, je veux me battre, boum, boum, c'était n'importe quoi. Mais voilà, ça m'a marqué. En plus, c'était des copains et ils savaient que ça me tapait sur les nerfs, moi, la joueuse, de faire ça parce que je suis très combative dans mes personnages. Et voilà, c'était pas très très intéressant vu comme ça, mais de le vivre, c'était assez drôle. Ça a enlevé toute la tension de la scène, au final. Et on a fini par sortir du placard et continuer la partie normalement. Mais cette scène-là, ça m'avait fait rire quand même. Bah, merci à vous en tout cas d'être venu, d'avoir témoigné. Voilà, premier épisode de la table des joueurs. On en fera d'autres, comme il y a eu donc jouer avec, où c'est plus pour les MJ. On en fera d'autres. Il y a beaucoup de choses à dire, hein. Là, on a effleuré, on a fait le premier passage, un truc un peu généraliste, et on rentrera plus dans le détail dans d'autres émissions. Et voilà. Merci à vous, bonne soirée. Merci. Merci à toi, bonne merci Bye à soirée. tous. bye. Ciao. Salut.